Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Prof Valou. Donc ravi de vous retrouver après cette période un petit peu d'attente, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Alors je vais passer les détails, mais des contraintes de travail et personnel, c'était trop compliqué. Et pour cet avatar, je me suis dit c'est pas grave, autant laisser passer à autre chose plutôt que faire une vidéo que j'apprécierais pas faire, quoi, en fait, et que tout simplement je ne serais pas content du résultat. Donc de cet avatar, j'en ai pas plus parlé que ça. En plus, il y a eu pas mal d'annonces aussi faites sur d'autres choses. Bref, je me suis dit, la fin d'année, tant pis, on laisse tomber. Et on reprend cette nouvelle année de bonne manière. Donc, avec le nouveau set de Magic the Gathering, Lorwyn Eclipsé. Donc, Lorwyn qui date de 2006, 2005-2006, la dernière édition de Lorwyn. Donc on retourne sur ce plan après quasiment 20 ans, donc ça fait quand même un petit moment, donc les nostalgiques vont être ravis. Moi j'ai commencé juste après, 2-3 ans après, donc j'ai eu l'occasion de voir quand même des cartes dans les classeurs. Donc un univers avec les nains, les Sangami, les géants, donc on a un peu cet univers là. Donc en tout cas moi je suis très très impatient d'ouvrir les cartes, tout simplement. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement parler des cartes que j'ai appréciées dans l'extension, donc en passant par les unco, les rares et les mythiques. Donc évidemment le but c'est pas de faire un top, d'accord, le but juste dire moi j'aime bien ces cartes là parce que je trouve que je vais bien aimer les jouer, je pense. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer par les cartes unco. Et donc pour les cartes unco, on a une dizaine de cartes. Les deux premières cartes sont des cartes qui sont en lien avec certaines mécaniques du deck. Donc on a le prêcheur de Brimance qui est pour 2 une 2-2, c'est une commune, ainsi que l'étreinte du rampeur des marais qui est une commune mais un rituel pour 2. Ce que j'apprécie dans le prêcheur, tout simplement, ça fait gagner 2 points de vie à chaque fois qu'une créature devient engagée. Et en fait, il y a pas mal de cartes avec la convocation dans le set, et je trouve que c'est une carte qui récompense un petit peu la convocation, parce que souvent, quand on fait un sort avec la convocation, on n'a plus de bloqueur derrière. Sur la phase d'attaque adverse, et donc le fait de gagner des points de vie, ça permet un petit peu d'être plus sécure, d'être plus sécurisé sur une phase d'attaque adverse. Donc tout simplement une carte que je me dis, dans un jeu convoque, t'es content d'avoir cette carte là en fait dès qu'il y a du blanc, je pense. Ça va te permettre de faire la course au PV et surtout d'encaisser un petit peu les phases d'attaque où t'auras pas autant de bloqueurs. L'étreinte, je trouve ça intéressant parce que pour 2, on exile une créature ciblée, ce qui est très fort, et le coût supplémentaire est vraiment pas déconnant si on joue un jeu créature, parce que c'est la nouvelle mécanique qui est gangrène. Alors la gangrène, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, on va mettre des marqueurs -1/-1 sur une des créatures qu'on va contrôler. Donc gangrène 1, je vais mettre qu'un seul marqueur. Gangrène 2, je vais mettre 2 marqueurs sur la même créature. Attention, gangrène 2, c'est pas je mets des marqueurs sur 2 créatures, c'est je mets bien 2 marqueurs -1/-1 sur une créature. Et je trouve que pour 2, en mettant un marqueur -1/-1 sur une de nos bêtes, on exile n'importe quelle créature ciblée, je trouve ça très fort pour une commune, j'aurais limite vu ça en unco. Alors évidemment, si vous payez le coût de 3 en plus, donc en gros pour 5, là clairement c'est pas du tout intéressant. Mais dès lors que vous jouez un jeu créature mid-range, avec des cartes qui vont peut-être interagir avec les marqueurs -1/-1, on va voir qu'il y a le nouveau commandeur dans une prochaine vidéo. Même un deck standard avec des marqueurs -1/-1, il y a par exemple la survivance, on met un marqueur -1/-1, ça le marqueur plus puissant, on peut refaire la survivance. Bref, je trouve cette carte très intéressante dès lors qu'on va jouer avec des marqueurs et des compteurs. Donc je trouve que pour 2, c'est bien. Alors, c'est un rituel, pas un éphémère, mais je trouve que pour un rituel, c'est très bien en commune. Ensuite, on va passer à 2 autres cartes. Alors là, on commence à taper dans les unco, et je trouve des unco très très intéressantes. Alors le Maléfice Vengeur, je trouve que c'est une excellente carte pour le standard. En fait, pour 1 noir, on détruit une créature qui a une valeur de mana inférieure ou égale à 2, sans condition. C'est vraiment pour 1, on détruit tout ce qui a 2 ou moins en coût de mana. Donc je trouve que ça très fort face aux jeux aggro, même face aux jeux IZ en ce moment avec des créatures qui coûtent 1 par exemple. Et le coût supplémentaire qui est appliqué gangrène 1, c'est si jamais on veut gagner 2 points de vie. Donc vraiment, c'est si jamais on se rend compte que voilà, c'est un peu compliqué, on va affaiblir une de nos bêtes pour gagner 2 points de vie. Alors, à voir, à voir si c'est vraiment intéressant de baisser l'endurance d'une de nos bêtes ou sa force, sachant que ça va être un bloqueur, mais je trouve cette carte intéressante pour un noir de voir, on détruit une créature à 2 ou moins, ça c'est bien. Alors le change d'armacheur, pour 3 c'est une 1-2, change donc c'est-à-dire qu'elle a tous les types de créatures, quand elle arrive on détruit artefact ou enchantement, en fait ça paraît rien, mais c'est une unco qui va rentrer dans tous les jeux tribal, parce que en fait dans tous les jeux tribal, en fait elle aura tous les types, donc c'est-à-dire que tu la mets dans Ondin, Dragon, ce que tu veux, ça fonctionne. Donc par exemple, vous avez dans Dragon of Tarkir
Ureni de deck commander qui est sorti, qui fait que en gros lui il doit avoir des dragons dans son deck à révéler pour les mettre directement en jeu. Bah, ça paraît tout bête, mais pour avoir le deck, bah, des dragons qui quand ils arrivent en jeu détruisent artefacts ou enchantements, il n'y en a pas tant que ça. Et là en fait pour 3 on a bah, en gros une carte qui peut considérer comme un dragon et qui à l'arrivée en jeu va détruire artefacts ou enchantements. Donc moi je trouve cette unco excellente dans les jeux tribaux, en fait à mon avis elle aura sa place partout elle dans les jeux tribaux. Du moins dès qu'il y a du vert évidemment, mais je trouve ça très intéressant. Moi par exemple, elle je vais la prendre et la mettre dans mon Ureni, donc dans le jeu tribal dragon là. Parce que bah en fait j'ai pas vraiment de dragons qui vont gérer des permanents comme ça avec un si faible coût et assez efficacement. Souvent il y a une condition, soit il faut qu'ils doivent mourir, ce genre de choses. Donc là je trouve ça très intéressant par exemple. Donc voilà une bonne petite carte. Ensuite on va avoir, alors on va je vais garder le teasing pour la fin, il y en a une qui arrive en trop. Alors, le voyageur pyro-jumeau. Alors, je l'ai mise parce qu'il y a le deck élémental 5 couleurs en commandeur qu'on fera analyse prochainement. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Oula, je sens que je vais éternuer. Excusez-moi pour le bruit que ça va faire. Alors, les voyageurs pyro-jumeau, c'est pour 4 une 3-3 vol. Élémental en sorceleur. Donc, je trouve ça au niveau des stats intéressante. Et qui va en fait. C'est une capacité déclenchée d'un autre élémental que vous contrôlez se déclenche. Elle se déclenche une fois de plus. Vous verrez qu'avec le deck commander sur les élémentaux, c'est très 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 fort. En gros, tous les élémentaux qui vont avoir de l'évocation, des effets d'arrivée en jeu, bah, ça va être doublé. Et je trouve ça très intéressant d'avoir ces effets, non pas sur des rares, mais sur des unco, mais limités à un type de créature. Je trouve ça très intéressant, ça vient un petit peu aussi pouvoir, en limiter, avoir des cartes plus facilement pour avoir un limité qui soit un peu tribal. Donc je trouve ça très intéressant, puis pour 4, une 3-3 vol, c'est pas déconnant au niveau des stats, et si derrière on a des élémentaux qui ont des effets d'arrivée en jeu, bah on va les doubler, donc ça je trouve ça très intéressant. Ensuite, on va avoir 5 autres cartes, alors c'est dans la même lignée, ce sont les mana hybrides, donc tels que le Bogar éclipsé, l'Elfe éclipsé, le Sampire éclipsé, le Sangami éclipsé, et enfin la Sueur éclipsée. Pour moi c'est d'excellents unco tribaux, donc en fait en gros ces créatures sont construites sur le même schéma. C'est un effet d'arrivée en jeu, donc on peut en abuser. On regarde les 4 cartes de la bibliothèque, et on va révéler soit une carte du type lié à la créature, donc Sangami, Ondin, Gobelin, et ensuite un terrain lié aux couleurs de la carte. Donc pour le blanc-bleu, ça sera Plaine ou île. Vous aurez remarqué que c'est pas Plaine ou île de base. Ça peut être un Raveland par exemple. Donc je trouve ces cartes très intéressantes dès lors qu'on va jouer un jeu tribal. Parce que tout simplement, bah, on va soit trouver une carte tribale qu'on a besoin, soit du land lié à la couleur. Donc je trouve ça intéressant. Alors, problème, c'est là où c'est une unco, hein, pas une rare, c'est que dans un deck commander, on va surtout l'utiliser pour aller chercher des cartes de créatures du type choisi. Parce qu'en commander, avoir des plaines, enfin, un type de terrain de base sur nos terrains, bon bah ça c'est pas tout le temps, il y a les Raveland, il y a les landes qui arrivent en jeu tape avec la surveille land, pardon. Mais après voilà, la tour de commandement ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas le type de plaine ou île, enfin voilà. Il y a juste à trouver, mais je pense que dans les decks commander ça sera utile pour les types de créatures. En standard, s'il y a des jeux Sangami, des jeux voilà, tribaux, ça sera utile. Et puis alors par contre en limité, ça sera excellent dès lors qu'on aura la possibilité de faire un jeu tribal. Donc ça, ce sont pour les unco. Donc vraiment des bonnes qualités d'unco, je trouve. Donc maintenant, on va passer aux cartes rares. Alors là, ici, on en a très peu, hein, il n'y en a que 4. Il y en a d'autres qui pourraient être intéressantes, hein, mais moi, j'ai vraiment retenu que celles que j'apprécie. Alors, au niveau des cartes rares, on va commencer avec l'Orateur Redoutable et la Brise Première Année Éloquente. Alors, Orateur Redoutable... Si vous ne le savez pas, mais normalement vous avez dû entendre passer l'info, c'est en fait la carte de Jean-Manuel Desprats, champion du monde en 2023, je crois, un truc comme ça. Enfin, champion du monde en 2019, pardon. C'est ça, je crois. Enfin, je sais plus en quelle année, mais bref, c'est champion du monde français qui a eu sa carte qui a été illustrée par Magic. Donc pour 3, c'est une 2-4, elfe et druide, donc les stats sont très intéressantes. Quand elle arrive... on peut défausser une carte, et si on cherche dans la bibliothèque une carte de créature, et on la met dans notre main. Donc un tuto à créature, très intéressant, on va chercher le tour 4 pour le jouer au tour 4, et pour 1, on l'engage, on dégage un autre permanent ciblé. Donc potentiellement, peut-être un truc combo, j'engage, qui redégage, enfin, il y a peut-être des choses à faire par rapport à ça. Mais en gros, ouais, c'est intéressant. Donc moi, une bonne carte, parce que l'effet d'arrivée en jeu intéressant,
Ça arrive tôt dans la partie, mine de rien, tour 3, ça peut arriver tour 2 avec un F de la Novar, donc dans un mono vert, vous imaginez bien que tour 2, je joue l'orateur, je vais défausser une carte pour aller chercher mon tour 4, qui va arriver en fait tour 3. Non, c'est très très intéressant, et il n'est pas légendaire. Il n'est pas légendaire, donc on peut en abuser, donc on peut les copier, ce genre de choses, donc c'est vraiment une excellente carte. Ensuite, à Brise, première année éloquente, pour 2 en mana hybride blanc et noir, on a une 1-1 vol initiative vient de vie, donc intéressante, créature légendaire, oiseau et barde. Quand elle arrive, jusqu'à une autre créature ciblée perd toutes ses capacités, et on met un marqueur vol, un marqueur initiative et un marqueur lien de vie sur cette créature. Alors, ce qui est bien avec cette carte, ce que je trouve, c'est soit ça se fait sur une de nos créatures, exemple, je sais pas, bon, on prend l'orateur, voilà, je joue l'orateur, je vais chercher à Brise, tour d'après, je joue à Brise, j'ai donc ici une 2-4 vol lien de vie initiative, mais qui n'a plus d'effet pour un engager, dégager un de permanent ciblé. Ben moi je trouve ça intéressant, parce que soit on booste nos bêtes, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le board il est un peu dur à passer, ben on va mettre du vol initiative lien de vie, donc là ça va être compliqué à l'adversaire pour gérer ça. Soit on a une créature qui est un peu gênante en face pour ses capacités, et ben en fait on va tout simplement enlever ses capacités avec Abrise, et elle aura certes une initiative lien de vie et vol, mais elle ne va plus nous embêter avec sa capacité. Alors évidemment, si c'est une 7-7, bon, ça va être compliqué de gérer derrière, mais l'idée est là. Donc je trouve cette carte intéressante. Pareil, on peut la vinker, et si vous avez vu, c'est définitif. Quand elle arrive, elle perd toutes ses capacités, et en fait, si elle, la Brise, s'en va, bah ça reste. Donc ça, en fait, si on blink à Brise, on peut gérer un peu toutes ses capacités adverses, leur mettre des marqueurs vol initiative lien de vie, mais ils ont plus de capacité, donc on a des fois des créatures avec des passifs qui sont extrêmement compliqués à gérer. Bon bah là, ça permet de le gérer d'une certaine manière. Bref, j'apprécie cette carte. Ensuite, les 2 dernières cartes. Alors, le Jardin du Temple tout de suite, bah les Ravelands qui reviennent. Donc ça, c'est super. Franchement, les Ravelands, moi j'apprécie les Ravelands, c'est vraiment des terrains que plus j'en ai, mieux je me reporte, hein, tout simplement, parce que bah, dans les decks, t'es content d'en avoir, ça stabilise ta mana base. Tu peux les jouer en début de partie, tu payes tes 2 points de vie, t'as pas un terrain engagé qui te bloque, ils arrivent en fin de partie, t'as pas besoin du terrain en plus, bah tu payes pas les 2 points de vie. Non, franchement, ils sont excellents ces terrains, récupérez-en, hein, vous en aurez toujours l'utilité, ça se tuto sur des fetch, ça a des types de terrains de base, bref. Foncez, hein, Jardin du Temple et Ravelands, c'est super qu'ils les aient réédités, je suis content. Et enfin, Tam, première année attentive, en simic pour 2, on a une 2-2, bien. Créature légendaire. Chaque autre créature qu'on contrôle a la défense Talismanique contre chacune de ses couleurs. Alors ça, c'est son passif. Donc ça, vous voyez, ça c'est intéressant. Parce que, en gros, l'idée, ça ressemble à une mer des runes. Parce qu'on l'engage, une créature ciblée que l'on contrôle devient de toutes les couleurs jusqu'à la fin du tour. Donc, il y a l'idée, en gros, de... La mer des runes, c'était une carte Unco pour 1 blanc qui disait en langage, et la créature obtient la protection contre la couleur choisie. Alors, la protection, c'est plus fort, parce qu'on peut passer les défenses adverses et tout. Mais là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin d'engager, c'est un passif. C'est-à-dire que la mer d'Iron, il y a besoin de passer un tour pour pouvoir l'engager et protéger une bête. Là, en fait, ça protège déjà notre bête si elle a déjà de la couleur. Prenons un exemple, bah, Tam, elle a déjà la défense talismanique contre le bleu et le vert, sans même s'engager. Enfin non, chaque autre créature, pardon, excusez-moi. Donc, mais s'il y avait une autre créature simique, qu'elle est dans les couleurs simiques, bah, elle aurait déjà la défense talismanique contre ces couleurs-là. Donc le fait d'engager, de donner toutes les couleurs, ça va protéger en fait contre tout. Alors qui cible évidemment. Par contre, ça a aussi des effets intéressants, par exemple en commandeur, quand on demande, il y a des cartes qui demandent si vous contrôlez une carte de toutes les couleurs, si vous contrôlez un permanent de toutes les couleurs, ou par couleur de permanent que vous avez. Donc je trouve qu'elle est intéressante pour ça, c'est qu'elle joue à la fois de protection en passif, et sa capacité lui permet également de donner toutes les couleurs, donc de pouvoir déclencher d'autres triggers à côté, sur piocher autant de cartes que de couleurs de permanents que vous avez. Bon bah là en fait j'active ça, et bah en fait j'ai une créature qui a toutes les couleurs, donc je vais piocher 5 quoi. Je trouve ça très 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 intéressant comme carte. Bref, c'est complet. C'est une carte de protection, mais qui dans un bon deck va faire plus que protéger. C'est ça que je veux dire. C'en est fini pour les rares, on va maintenant passer aux mythiques. Alors au mythique on en a 7. Alors, pour commencer, les 2 premières mythiques. Pardon, je me remets ici. Donc, on va commencer avec 2 cartes qui arrivent pour 7. Donc, on a la Curieuse Colossale et l'Éveilleur de l'Aurore. Alors, j'adore c'est un peu c'est les 2 cartes qui sont similaires en gros, c'est blanc et vert. Donc, la première, c'est une 7-7 pour 7 géant et guerrier.
Quand elle arrive, chaque créature qu'un adversaire cible et contrôle perd toutes ses capacités, devient un couard en plus des autres types et a une force et une endurance de base de 1-1. Vous remarquerez que c'est définitif, c'est pas jusqu'à ce qu'elle quitte le champ de bataille, c'est définitif. En même temps, c'est une mythique pour 7, on s'attend quand même à ça. Bah, que dire que moi j'apprécie beaucoup cette carte. Hein. Dans un jeu Blink, bah en gros, alors en commandeur, bah, c'est une carte un peu pour le commandeur, on va pas se cacher. Il y a 3 adversaires, bah tu la Blink 2 fois après l'avoir fait arriver dans le jeu, bah en gros, toutes les bêtes adverses qu'ils ont actuellement, c'est des 1-1 quoi, sans capacité. Donc en gros, le board tu le lisses, toi tu vas être tranquille. Par contre, toutes ces créatures qui vont venir après, forcément, elles vont avoir leur capacité, mais si tu la blink, bah en fait, tu vas pouvoir gérer les boards qui te posent problème. Donc ça, je trouve ça très très intéressant. C'est vraiment une colère sans être une colère. J'ai des créatures qui me dérangent, bah je vais pas les mettre au cimetière parce que ça peut avantager mes adversaires. Je vais juste les faire devenir 1-1 sans capacité. Et là, en fait, c'est intéressant parce que de fait de ne pas les mettre au cimetière, mais de juste dire, bah c'est plus que des 1-1 qui ne servent plus à rien. Bah tout ce qui est trigger de mort, ça fonctionne pas. Tout ce qui est je vais pouvoir réanimer, ça fonctionne pas. Donc je trouve que c'est une carte très intéressante en commandeur multi par rapport à ça. Les veilleurs de l'aurore. Alors là vous verrez qu'il y a un petit lien entre les veilleurs de l'aurore et Tam. Donc pour 7, on a une 7-7 piétinement, donc lui il va bien passer les défenses adverses. Éclatant. Quand cette créature arrive, révélez les cartes utilisées jusqu'à ce que vous réveillez X cartes de permanent. Donc c'est bien, on ne révèle pas X cartes, on révèle X cartes de permanent. C'est-à-dire que si dans mes 20 cartes, j'ai que 3 cartes de permanent et que mon X égale 3, bah, je vais regarder quand même jusqu'à trouver 3 permanents. D'accord. Donc ça peut être terrain, enchantement, artefact, créature, arpenteur. Donc après voilà, ça va dépendre. X étant le nombre de couleurs parmi les permanents que l'on contrôle. Donc là vous voyez Tam, qui est intéressant, la rare. Pour je l'engage, je dis que bah tiens, il y a une créature qui va de tout, enfin une créature va de toutes ces couleurs. Je joue les veilleurs de l'aurore et bah donc j'ai donc un X égale 5. C'est-à-dire que je vais faire venir en jeu 5 permanents obligés. D'accord. Donc je mets sur le champ de bataille n'importe quel nombre de ces cartes de permanents, puis je mets le reste de cartes révélées au-dessous de ma bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et en plus je suis même pas obligé de tout mettre. C'est-à-dire qu'il y a un permanent qui me dérange et tout, je suis même pas obligé de tout mettre. Donc moi j'adore cette carte. Enfin effet Blink encore une fois. Je trouve ça très intéressant dans un jeu 5 couleurs, mais pas dans un 5 couleurs tribal. Parce que là, vous voyez, dans le 5 couleurs commandeur, bah, il est pas élémental, donc ça sert à rien, tout simplement. Par contre, dans un 5 couleurs un peu rampe, je fais ce que je rampe, je joue des gros trucs et tout. Il y a eu un deck 5 couleurs qui est sorti il y a quelques années où il fallait avoir un maximum de cartes qui avaient les 5 couleurs. Donc lui, il pourrait rentrer dedans. Je crois que c'était avec un arpenteur, je sais plus comment il s'appelait. Mais voilà, là par contre, il irait bien dans ce jeu-là. Mais ça reste une très bonne carte. Par contre, c'est sûr qu'en standard, c'est un peu compliqué. Hein. Donc là, voilà, on sait que c'est commandeur, quoi. Mais une très bonne carte de commandeur, à mes yeux. Ensuite, les 2 autres cartes. Alors, là, on va parler plutôt du cycle. Les incarnations en mana hybride bicolore, excellent. Si vous pouvez récupérer-en une de chaque pour vos decks. Si vous jouez en commandeur, une de chaque pour un peu les avoir un peu partout. C'est excellent. Moi je trouve ça excellent. Donc vous avez la catharsis, la fourberie, vous avez néant, vous avez brillance et enfin vous avez nostalgie. Elles sont excellentes. Elles trouveront forcément une utilité. Juste pour préciser le fonctionnement, donc elles ont un coût converti de mana de 5 ou 6. Elles peuvent être jouées en évocation pour 2 mana hybrides. Alors, pour le mana hybride en évocation, il faudra payer 2 mana de la même couleur pour bénéficier de l'effet de la carte. Donc, c'est-à-dire que soit vous payez 2 fois la même couleur l'une ou l'autre, et ça va déclencher un effet de la carte en évocation. Je rappelle que l'évocation, si on lance ce sort, la carte arrive, et en fait, elle est sacrifiée tout de suite, mais elle fait son effet d'arrivée. D'accord ? Par contre, si on la joue pour son coût total, donc par exemple, si on prend Nostalgie, elle coûte 5. Donc dans les 5, on peut payer 2 verts et 2 bleus, et donc on fera les 2. D'accord ? Donc ces cartes-là, elles sont excellentes. Alors, est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre ? Sincèrement, je n'en sais rien. Sincèrement, voilà, Catharsis, c'est plus pour des jeux, on va dire, Boros à gros token. Voilà, c'est pas mal. Fourberie... on est plus sur un jeu tempo avec gestion de la main, renvoyer des permanents dans la main de son adversaire. Bon, ouais, c'est un jeu tempo. Néant, on va plus être sur gestion adverse plus réanimation. Brillance, gestion et rampe. Ça peut être pas mal.
Et Nostalgie, on va être sur gestion d'artefacts et enchantements. Et piocher 2, défausser 1, donc faire un ratio de +1. Franchement, elles sont bonnes partout, hein, et en plus avec la nouvelle règle dans Commander où en fait le mana hybride peut être joué même s'il n'y a qu'une seule couleur du coup qui est de présence du commandant. C'est-à-dire vous jouez un mono vert, vous avez le droit de jouer Brillance et Nostalgie. C'est ça que ça veut dire. Alors vous ne bénéficierez pas du bleu et du rouge, mais vous bénéficiez du vert. Donc ça peut être intéressant pour vous. Voilà, bah c'est tout. Voilà, c'était mes cartes préférées. Alors évidemment, les incarnations, je pense que tout le monde va dire qu'ils apprécient. Mais d'autant plus que dans le deck Commander et Mental, on verra qu'elles ont une fonction très très intéressante. Beaucoup plus d'ailleurs, je trouve. Enfin, elles sont faites pour le deck Commander et Mental. Hein. On en parlera dans une prochaine vidéo. Alors, conclusion de tout ça. Eh bien, moi, les cartes sont bien. On retrouve bien l'esprit Magic. C'est vrai que maintenant, vu qu'on a beaucoup d'univers Beyond, bah Lorwyn, ça fait du bien quand même. On revient un petit peu à quelque chose qu'on connaît. C'est vraiment bien. Quelque chose d'il y a 20 ans. Alors forcément, pour les nostalgiques, ça va parler. D'ailleurs, on a même des illustrations qui sont un peu liées à cette période. On retrouve un peu des anciens dessins, genre de choses. Vous avez connu Lorwyn il y a 20 ans. Vous allez être content de revoir du Lorwyn, voire même de compléter vos decks de Lorwyn d'il y a 20 ans avec des nouvelles cartes aujourd'hui pour un peu les confectionner un peu mieux. Vous venez de découvrir Lorwyn, ça va peut-être vous donner envie de découvrir les cartes qu'il y avait avant. Il y avait des Nobles Féales, il y avait ce genre de choses, il y avait des Filtreland aussi qui étaient intéressants. Donc bref, plein de choses. Donc un bon set, voilà, ça reste un très très bon set. Il y a quand même pas mal de cartes utiles là-dedans. Après pour le standard, on verra si ça permet de changer des choses. Beaucoup d'influenceurs, de producteurs, enfin de ceux qui produisent du contenu YouTube, pense qu'il y aura peut-être une banlist quand même qui arrivera peut-être par la suite, fin janvier, enfin courant février, pour un peu permettre à Lorwyn d'influencer le standard. Mais je pense que ça peut déjà l'influencer. Il y a vraiment de très très bonnes cartes et ça l'avenir nous le dira. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes ouvertures. Moi en tout cas, je serais content d'ouvrir quelques boosters. J'en ferai peut-être quelques shorts. Voilà, je vais plutôt faire des shorts parce qu'au niveau du matériel, c'est un peu compliqué si je veux faire une ouverture de display ou de booster, on va dire, sur une plus longue, une vidéo de 10, 20, 30 minutes. Donc plutôt des shorts. Voilà, donc j'espère avoir des chances sur un ou deux boosters de temps en temps. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes ouvertures et de très bonnes avant-premières qui arrivent. Je vous dis à très bientôt. Salut!